Alors, moi je fais partie du groupe Antigel, qui est un groupe, alors je vous le dis tout de suite, c'est un groupe paroissial qui est logé donc, au milieu d'un arrondissement parisien. Et il y a donc l'église là, et derrière il y a un square. Alors, le square, c'est un lieu où dans la journée on en voit beaucoup qui sont là. Et puis par ailleurs, comme les gens de l'association précédente, nous maraudons le soir dans tout l'arrondissement et nous le faisons aussi en liaison avec, en coordination avec les autres maraudes que nous connaissions. Ceci, c'est une coordination qui marche depuis à peu près 2004. Le groupe, lui, a été fondé fin 98. J'en ai été responsable pendant les 10 premières années. Maintenant, donc, il est dans sa 13e année. Et on peut dire qu'on a une moyenne d'un décès par an. Alors que j'ai l'impression qu'à Charonne, vous accumulez les décès sur un temps très court. Alors. Bon, alors, comme dans l'exemple précédent, avec l'autre association, eh bien, les cas sont très divers. Donc, il faut être très adaptatif, parce que les situations sont très souvent très différentes. Alors, d'abord, il y a la connaissance du décès, hein, bien entendu. Alors, comment apprend-on le décès ? Il y a 36 méthodes, et ça dépend de chaque cas particulier. On peut savoir, soit par les copains qui voient quelqu'un qui est décédé à côté de lui, on peut le savoir par les voisins, on peut le savoir par les maraudeurs. En particulier, notre premier mort qu'on a trouvé, eh ben, c'est au cours d'une maraude, et qui plus est, dans l'équipe, eh ben, il y en avait une qui sortait pour la première fois. Je suppose que ça lui a fait quelque chose. Hein. Bon. Donc, et puis on peut l'apprendre par l'hôpital aussi, et par la mairie, parce qu'on est toujours en contact avec l'hôpital et la mairie en particulier, l'adjoint au maire chargé de la solidarité. Alors, dès qu'on apprend un décès, on diffuse verbalement l'information tout autour de nous, hein, c'est-à-dire autour des copains qui sont vraisemblablement connaisseurs du défunt, autour des travailleurs sociaux bénévoles, hein, puisque nous sommes dans une paroisse, nous avons un service d'accueil, un service d'entraide et un service vestiaire. Donc tous ces gens-là qui voient de temps en temps passer les gens qui vivent à la rue, ils sont au courant. On leur dit un tel est décédé. Et alors, bien entendu, après, il faudra faire quelque chose. Donc, première des choses à faire, c'est déjà de voir si on peut retrouver les familles. Alors, bien entendu, dans certains cas, la police ou l'hôpital peut dire que telle famille existe, mais quelquefois, ils sont totalement dans l'incapacité de trouver une famille. En particulier, j'ai 2 cas, là, on les appellera Gilles et puis Arthur. Gilles, nous le connaissions, il a été hospitalisé, et d'abord en urgence, ensuite il est monté en médecine générale, et puis ça allait de plus en plus mal, il est redescendu en urgence. Et le bureau d'état civil de l'hôpital était totalement incapable de trouver le moindre renseignement dans ces affaires. Nous connaissions l'existence d'un fils dont il nous avait parlé au cours de nos maraudes précédentes et de nos visites à l'hôpital. Donc, ce fils, il nous avait dit qu'il habitait quelque part, je ne sais pas où, en Lozère ou dans un coin comme ça, mais tout à fait dans le vague. Et eh bien, nous avons cherché à joindre ce fils, et grâce à Internet, je suis tombé sur un numéro qui correspondait au nom
mais il fallait en plus comprendre la difficulté, c'est qu'on n'avait même pas l'orthographe exacte du nom de famille. Hein. Donc, il y avait quand même un problème. Mais on a réussi à le trouver, et ce fils lui a dit « Oh ben, moi mon père il n'a jamais rien fait pour moi, donc je ne vais pas faire quoi que ce soit pour lui. » Par contre, il dit « Mais j'ai une demi-sœur. » Ah, bon. Et il connaissait le numéro de téléphone du portable de sa demi-sœur. Il m'a transmis ce numéro de portable. J'ai téléphoné à la demi-sœur, qui, elle, était très contente parce qu'elle disait « Ah ben au moins, je saurais à peu près qui est mon père. » Parce que le frère, lui, il était l'aîné, la demi-sœur, elle était nettement plus jeune, et pratiquement, elle ne connaissait rien de son père. Donc, on a pu trouver la fille, entrer en contact avec elle. En ce qui concerne Arthur, on savait que de temps en temps, il téléphonait à sa famille en Pologne, mais il avait son numéro mémorisé dans son cerveau. Pas de papier, rien. En fait, il vivait très souvent avec 2 autres Polonais, et les Polonais avaient retenu le nom de la ville où se trouvait sa famille. Alors, grâce toujours à Internet, par les renseignements, on a pu localiser la famille, entrer en contact avec elle, qui a donné ses desiderata pour les obsèques. En quoi ça consistait? Eh bien, la famille voulait récupérer les cendres d'Arthur en Pologne. Bon, pas simple, mais il y a à Caen une société de pompes funèbres qui s'occupe de faire la liaison avec les Polonais lorsqu'il y a des Polonais qui veulent retourner dans leur pays pour y être enterrés. Donc, Arthur, on a localisé la famille a dit ce qu'elle voulait, les pompes funèbres de Caen se sont déplacés, et Arthur, comme Arthur était croyant, il a eu droit à des obsèques religieuses chez nous en France. Ensuite, le corbillard est reparti à Caen pour être crématisé, et les cendres sont parties en Pologne à l'occasion d'un convoi pour que ça coûte moins cher. Hein. C'est-à-dire que les gens de Caen ont attendu qu'il y ait un convoi avec un corps à ramener en Pologne, et à cause de ce voyage-là, les cendres ont coûté, le transport des cendres a coûté pratiquement 0. Bon, alors, vous voyez, le genre de choses déjà au départ. Ensuite, il y a des démarches pour obtenir la gratuité, dans un certain nombre de cas. On porte la vêture à l'IML pour que, quand même, la personne parte dans des vêtements à peu près corrects. Et on accompagne le corps dans tous ses déplacements. C'est-à-dire qu'on va de la chambre mortuaire, si c'est à l'hôpital, ou de l'IML, jusqu'au cimetière, ou jusqu'au crématorium. Avec, éventuellement, pour ceux dont on connaît les opinions religieuses, un arrêt lors d'un lieu du culte. Et alors, bien entendu, on fait des textes pour le recueillement, et ultérieurement, que les gens soient croyants ou pas croyants, on a toujours, pour ceux qui croient, la possibilité de prier. Alors, on organise des célébrations du souvenir ultérieurement, mais toujours en prévenant les copains et tous les autres que ceux qui veulent venir à cette cérémonie peuvent s'y joindre. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est de regarder ce qui se passe. Quand
quand on va dans un hôpital à la chambre mortuaire pour trouver un copain qui est mort, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens de la rue sont peu nombreux, premièrement, 2, 3, et ils restent loin, de façon à avoir une vision très quasi horizontale, c'est-à-dire pour ne pas voir le corps. Alors, il y en a qui osent entrer dans la chambre de présentation, proprement dite, mais d'autres qui restent dans le couloir pour avoir une vision encore plus horizontale, c'est-à-dire ne voir que rien, quoi, rien de la partie du corps. Alors, quand on s'arrête dans un lieu de culte, alors en l'occurrence dans l'une des églises, eh bien, ici, il y a 5, 6 ou 7 personnes de la rue qui participent. C'est-à-dire que quand le cercueil est fermé, ça passe mieux, ils sont plus nombreux. Et alors, au cimetière ou au crématorium, là, c'est beaucoup plus réduit. J'en ai emmené un, une fois, qui avait la gorge nouée, qui n'a rien pu dire, ni avant, ni au moment de l'inhumation. Un seul, parce que j'ai l'impression que là, ils ont tous peur de voir l'étape finale. Alors, au point de vue de l'intervention des copains, c'est rare, mais ça existe. Alors, en général, leur intervention, elle est très véhémente. Hein. Évidemment, il y a une certaine révolte, parce que cette vie qui a conduit à la mort, c'est quelque chose d'inacceptable. On a eu une fois un témoignage bien construit, mais c'était le témoignage fait par l'une des femmes à la rue. Enfin, pas tout à fait à la rue, mais sans domicile fixe, vraiment. En ce moment, elle est à la rue parce que n'ayant pas touché son RSA à cause d'un transfert administratif, eh bien, les gens qui l'hébergeaient provisoirement lui ont dit merci, va plus loin. Alors, par exemple, Gilles a eu un enterrement laïque. Bon, ça s'est passé à l'hôpital, donc en chambre mortuaire à l'hôpital. Alors là, on a un témoignage que l'on prépare pour lui en fonction des choses qui nous ont frappés. Alors, Gilles, c'était un monsieur donc, qui avait cette fameuse fille qui ne le connaissait pas, hein, il ne se connaissait ni l'un ni l'autre, pratiquement, et il ne voulait pas d'ailleurs, pendant qu'il était en vie, il ne voulait pas qu'on essaye de contacter la famille parce qu'on a sa fierté, c'était sa phrase, on a sa fierté, donc tant qu'il était en vie, pas de contact. Et alors, il y a un petit bout de texte qui est intéressant, peut-être, je peux tenter de vous le lire. Vous ne vouliez pas vivre en compagnie avec les autres personnes de la rue, vous étiez pour une solitude plutôt, mais en fait c'est une solitude tout à fait relative parce que vous étiez chouchouté par tout le voisinage qui vous apportait une nourriture surabondante pour vous-même et pour Touc. Touc, c'est la chienne sur qui se reportait tout son besoin affectif, et ceci depuis 6 ans. Alors Touc prenait parfois part, en plus, ce monsieur, il avait le sens de l'hospitalité, il vivait dans un local poubelle, et il avait trouvé des chaises, et quand les maraudeurs venaient, il les invitait à s'asseoir pour discuter. Eh bien, Touc, la chienne, prenait parfois part à la conversation, et lui, il y coupait gentiment la parole. Bon. Et il a toujours refusé d'aller en foyer à cause de Touc. Parce que Touc,
c'était sacré. Et tant qu'il n'y a pas de foyer pour accueillir les chiens, eh bien, ils voulaient rester à la rue. Donc, ils savaient s'organiser. Donc, vous saviez vous assurer un certain confort pour pouvoir offrir des sièges à vos visiteurs, obtenir une tente, vous faire accepter dans des locaux à poubelle et y trouver un robinet d'eau et la chaleur d'une chaufferie d'immeuble. Le problème délicat semblait avoir été l'éclairage. Vous étiez un grand consommateur de bougies dont certains maraudeurs étaient vos fournisseurs. Dans notre sac, on avait toujours des bougies pour lui. Alors, gravement atteint, vous avez fermement lutté pour fuir l'hôpital et retourner près de vos poubelles pour y retrouver Touques. La maladie plus forte vous a contraint à rester cloué au lit. Nous étions alors tous à la recherche d'une solution pour vous assurer un toit à la sortie de l'hôpital. En effet, il était impensable de vous voir retomber à la rue. Désormais, vous ne serez plus jamais à la rue et vous resterez dans nos mémoires. Vous n'aurez plus le souci de Touques, vacciné, toiletté et pris en charge par la Fondation Brigitte Bardot. Et surtout, vous n'aurez plus besoin de bougies. Bon, alors, il y a un enseignement, un enterrement religieux. Alors, lui, c'est autre chose. C'est le fameux Arthur, le Polonais. Alors, le Polonais, il était très implanté dans notre arrondissement parce qu'il avait vécu avec sa première femme, non, il n'en a eu qu'une, avec sa femme, qui était une Espagnole. Il est tombé à la rue après le décès de son épouse. Donc, il était familier de l'arrondissement, il était familier depuis qu'il était à la rue de la ligne de métro parce qu'on l'a trouvé à diverses stations en fonction des tolérances accordées par le personnel de la RATP pour passer la nuit sur le quai. Bon, un familier du quartier, un familier des églises locales, bon, un familier de bien beaucoup de monde aussi. Alors, il y a un petit passage là qui vaut le coup. Ce que nous savons, c'est que vous étiez estimé pour votre accueil, votre sourire, votre gentillesse, votre galanterie. Vous aviez le charme slave, et toutes les dames de la paroisse auxquelles vous avez eu affaire nous ont rappelé avec émotion avoir été honorées par vos baisements. Bon. Oui, celui-là, il était... Non, c'est le hongrois, celui-là. Excusez-moi. Il était hongrois. Et alors, il était très religieux, ce garçon-là. Il nous avait demandé une Bible en hongrois. Alors, on lui a donné une Bible que l'Église, la mission catholique hongroise en France nous avait obtenue. Bon. Alors, Éric. Ah, Éric, c'en est un qui est mort aussi à l'hôpital. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il vivait près d'une place d'une autre église, pas la nôtre, mais ça fait rien. Et spontanément, comme il avait beaucoup de connaissances dans le quartier, il y a eu immédiatement une demande de toute la communauté pour qu'il y ait une messe. Alors nous avons pris contact avec la famille en disant voilà, tous les gens du coin veulent qu'il y ait une messe. Alors si vous voulez, voici les coordonnées. Et effectivement, la famille est venue, a beaucoup apprécié. Et après la messe, d'abord, pendant la messe, il y a eu des hommages rendus par plusieurs équipes de maraudes et même par des voisins qui n'étaient pas du tout maraudeurs, mais des habitants du coin qui avaient lié connaissance avec Éric. Et alors, la famille qui s'était déplacée était très avide d'informations. Et donc, après la messe qui avait eu lieu vers 6 ou 7 heures du soir, elle n'arrivait pas à quitter l'église.
Alors le curé était embêté parce qu'il voulait fermer, il avait d'autres choses à faire. Il nous a prêté une salle dans sa maison paroissiale, pendant laquelle nous sommes restés pendant 1h30 avec la famille pour discuter et donner des renseignements sur ce qu'on savait. Et il voulait absolument avoir des renseignements que nous ne connaissions pas. Hein. On ne connaissait que le bout de la vie. Et cette famille était avide de renseignements. Et en fait, le corps a été, à la demande de la famille, crématisé quelques jours plus tard. Et nous avons participé au recueillement devant au crématorium. Et alors là, nous avons été témoins d'une crise épouvantable de l'ex-épouse qui avait fait le voyage, parce qu'elle habite à Strasbourg. Elle a fait le voyage, elle est venue, et elle s'est jetée sur le cercueil en pleurs, en donnant l'impression que ce décès, c'était de sa faute à cause du divorce. C'était insupportable pour nous, c'était émouvant au possible. Alors, j'avance avec Jean Maurice. Jean Maurice avait disparu de la circulation, on le connaissait de très très longue date, et on s'est inquiété parce qu'on savait qu'il avait été hospitalisé, mais on avait perdu un peu sa trace. Alors on a recherché sa trace et on a vu qu'il venait de décéder quelques jours plus tôt à Saint-Maurice. Il y a beaucoup de SDF qui vont par là, de l'autre côté de Vincennes, à Saint-Maurice. Là, la famille a pris en charge l'enterrement, enfin pas l'enterrement, c'est une crémation aussi. Les fils, on a essayé de prendre contact avec les fils. Bon, là, non, ils ont voulu jouer le jeu tout seuls. Ils se sont chargés donc de faire crématiser le corps localement à côté de Saint-Maurice et de le transporter dans leur région en Normandie. Alors, au cours de la cérémonie qu'on a faite pour Jean Maurice, il y a un copain qui était toujours très excité et qui voulait toujours intervenir à tout instant. Mais je crois qu'il était passablement imbibé, mais il voulait que ça sorte et que manifester son amitié pour ce Jean Maurice. Toc. Alors, par exemple, le lendemain d'un enterrement, j'ai rencontré Philippe et Olivier, complètement atterrés, ne disant rien, parce que eux, ils sentaient, comme ça a été dit tout à l'heure, que c'était leur tour prochain. Une autre réaction, c'est Michel, dont on a enterré l'épouse, Patricia, il y a 3 ans. Alors Patricia, elle a fait l'objet d'une cérémonie formidable, parce qu'il y avait un monde fou. Il y avait, je crois, 7 personnes de la rue, ce qui est beaucoup pour nous, hein, c'est le maximum qu'on a atteint. Il y a eu, d'autre part, tout un convoi pour aller au cimetière de Thiais. Nous avions plusieurs voitures qui étaient pleines. Il y avait des fleurs qui arrivaient de partout. Jamais les fossoyeurs n'avaient vu pareil déploiement dans le carré qui s'appelle le carré de quoi c'est pas le souvenir, non? De fraternité. De la fraternité, le carré de la fraternité. Je n'arrive jamais à me rappeler de ça. Bon, donc, Michel, lui, il m'a dit,
plusieurs fois, à chaque fois qu'il me rencontrait, il faudra faire la même chose pour moi. Alors, récemment, il me l'a encore dit, mais je lui ai répondu, mais vous pouvez décéder n'importe où, puis moi, je peux décéder avant vous. Il faut qu'on prenne des dispositions. Alors, nous avons rédigé ensemble un testament qu'il porte sur lui, avec son adresse, qui prévenir, pour que je sois prévenu, et que, en cas où je serais décédé avant lui, ce soit le collectif et puis le service entraide de la paroisse qui prennent en charge l'organisation des obsèques. Alors, vous voyez, Michel, alors, il y a d'autres familles aussi qui ont pris en charge Lionel. Il a été pris en charge par sa fille de 20 ans qui n'avait pas vu son père depuis 10 ans. Elle savait que son père aimait beaucoup les peluches. Alors, elle en avait apporté une pour mettre dans le cercueil au moment de la levée du corps. Et après, quelques jours ou quelques semaines après, on a fait une cérémonie du souvenir et l'ex-épouse et la fille sont venus se joindre à nous. Eric, j'en ai déjà parlé. Hervé, lui, là aussi, il a été pris en charge par sa famille et nous avons fait des cérémonies du souvenir et les gens sont venus de Bretagne pour participer à cette cérémonie du souvenir. Bon. Alors, Michel, j'en ai parlé, et tellement emballé par ce qu'on avait fait pour sa femme, et ça a été partagé par tous ceux qui ont participé aux obsèques de Patricia. Mais alors là, personnellement, j'ai énormément souffert du dernier cas que je vais présenter. C'est Frédéric qui est mort lui aussi à l'hôpital, et amputé des 2 jambes depuis longtemps. C'était pas un gars à la rue, mais c'était un marginal, logé, mais qui ne faisait rien d'autre que de passer tout son temps à la rue avec les copains pour boire avec eux dans le square. Là, c'est une cérémonie purement laïque. La famille se composait du beau-père, parce qu'il y avait eu un mariage, donc c'était son beau-père, et un oncle. Ils sont venus à la levée du corps dans la chambre mortuaire, et lorsque il a été question d'accompagnement, la famille a disparu, et je me suis retrouvé, parce que les autres personnes de nos équipes avaient des occupations professionnelles, moi je suis retraité, donc j'ai accompagné, j'étais tout seul à accompagner ce fameux Frédéric au crématorium, parce qu'il avait été demandé expressément par le père qui n'est pas venu, hein, le père qui s'en fiche, le père avait demandé que ce soit une crémation. Bon. Le beau-père qui s'était dérangé pour venir à la mise en bière n'est pas venu, l'oncle qui s'était dérangé n'est pas venu, j'étais tout seul et j'ai vu comment ça se passait quand il n'y a pas de temps de recueillement au crématorium. En fait, le chauffeur du corbillard fait très bien son travail, mais c'est un chauffeur-livreur. Il a un coffre, c'est un cercueil, hein, un coffre à livrer, donc normalement il peut être tout seul, moi j'étais l'accompagnant. Bon. Et quand il arrive au crématorium, il y a un ascenseur de service, il met sa voiture, son corbillard en place, et il y a comment ça s'appelle, enfin, une espèce de chariot là, qui s'adapte à la bonne hauteur, et il tire, ça se fait avec un homme tout seul, il tire le cercueil, il le met sur le chariot, il le pousse dans l'ascenseur, fini. Ouf, on ne parle plus de rien. Alors, la seule chose que j'ai pu faire, c'est symboliquement mettre la main sur le fauteuil, sur le cercueil, pour l'aider à pousser jusqu'à ce que ça disparaisse dans l'ascenseur.
ça m'a remué les tripes, parce que vraiment, j'ai senti le vide complet. Bon, et ben, je crois que c'est tout.